Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo assez spéciale, on se trouve au musée des 24 heures du Mans. Je suis vraiment super content, on va vous présenter l'exposition Le Mans 66 qui est juste derrière. Et je tenais vraiment à remercier la CO qui nous ont permis d'avoir accès au musée et de pouvoir vraiment vous filmer tout ce qu'on a envie. C'est assez exceptionnel parce que normalement on n'a pas spécialement le droit de filmer. Donc je tiens vraiment à les remercier, c'est grâce à eux. Et je vous invite vraiment à venir voir l'exposition de vos propres yeux. L'exposition elle est jusqu'au 23 février. Donc voilà pour les informations. Et je me trouve avec Dylan et Kevin juste derrière. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Donc du coup, nous on en profite aussi pour venir l'aider pour cette vidéo. Et étant du Mans, voilà, on voulait pas rater une expo comme ça. Donc surtout pour ceux qui ont vu le film, je pense qu'elle vaut le coup. Ford GT40, donc MK2, c'était la deuxième version. Donc, V8, 485 chevaux. Donc celle-ci c'est une réplique bien sûr. Et pour le coup c'est vraiment la voiture qui a permis à Ford en 1966 pour la première fois de battre Ferrari. Donc là les ingénieurs ont fait un travail de folie. La voiture est super légère. On peut voir de l'intérieur, c'est vraiment bien dépouillé. Bon, c'est une voiture de course. Il faut quand même dire que 485 chevaux pour l'époque, c'est vraiment bien. Le moteur de toute beauté, V8 centrale arrière. On peut voir la taille des carburateurs qui est assez impressionnante. Sans filtre à air, c'est direct injecté dans le moteur. Même tout ce qui est aérodynamisme, on voit bien avec petit béquet comme ça. Et pour voir la taille de la voiture, sachant que moi je suis très petit, je me dis à peine 1m68 on va dire. La hauteur de la voiture c'est vraiment ras des pâquerettes quoi. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut retrouver la bosse là-bas pour pouvoir intégrer le casque à l'intérieur de la voiture. C'est ça, en plus on va taille des pilotes, on va dire, ça pouvait coincer. Donc moi j'aurais été vivant en 1966, je pense qu'on aurait fait un trou, j'aurais mis un casque bol avec des lunettes et tous les moucherons incrustés sur les dents. Directement. Moi il n'y aurait pas eu de problème pour le coup, mais enfin, vraiment voiture sublime, hein. Magnifique. Qu'est-ce qu'ils font? Non, bonne voiture pour un pilote. Alors on va se retrouver sur une petite partie qui m'intéresse particulièrement, je trouve ça vraiment sympathique. C'était les vêtements qui ont été utilisés pour le tournage du film. Donc là on peut retrouver la combinaison de Ken Miles. Donc on peut voir vraiment à l'époque que c'était assez vétuste, hein. On peut voir que c'était le casque bol, les lunettes Ray-Ban, c'est assez rigolo. Voilà, on peut voir brodé Ken Miles, la petite étiquette qui doit sans doute correspondre aux accès circuit, et puis les petites bottines et les gants en cuir. Donc franchement à l'époque je trouve que c'est vraiment élégant quoi. Et je trouve ça vraiment sympa de pouvoir voir vraiment les objets qui ont servi pour le film. On peut retrouver juste ensuite les vêtements de Matt Damon, l'acteur donc qui a intégré Carroll Shelby dans le film. Donc sympa avec le chapeau cow-boy un peu à la western. On peut retrouver les logos Shelby American sur les manches. Hop, on va continuer juste après. Donc là on a une deuxième combinaison qui correspond à Carroll Shelby dans le début du film quand il roule en AC Cobra. Donc voilà, on peut retrouver toujours pareil, hein, le casque bol, les gants en cuir.
Là, on se retrouve devant une voiture que les ingénieurs de Ford ont développée pour combattre les problèmes d'aérodynamisme que vous parliez tout à l'heure, Diane. Donc ils ont essayé avec des ordinateurs de combattre tous ces problèmes-là, mais vu que ça marchait pas, c'est le pilote Ken Miles qui a l'idée de disposer sur toute la voiture plein de petits bouts de pelote de laine pour combattre ce problème. Donc ils ont, en faisant plusieurs tests sur circuit et en observant la voiture avec des jumelles, ils ont réglé ce problème. Donc il faut savoir qu'en fait ça équivaut au système de soufflerie de nos jours, mais en réel sur circuit. Mais c'est qui ça? C'est Tom Gear 095. Il est là, le vrai, l'unique. En chair et en muscle. J'aurais pu te dire en chair et sans muscle. Hein. Alors juste ici, derrière moi, une réplique d'un tableau de bord de GT40 qui reste au fidèle au maximum pour pouvoir être filmé dans les scènes rapprochées pendant le film. Voilà. Alors donc c'est parti pour la suite du musée et je vais baisser la tête et puis on est parti. Je vais également baisser la tête parce qu'on sait jamais. Alors juste ici le safety car des 24 heures du Mans 1999. Donc une Corvette. Vraiment superbe, tout équipé. Hein. Comme on peut voir tout à l'arrière, tout le matériel qui doit correspondre à la radio et tout ce qui est branchement électrique pour toutes les LED additionnelles. Donc celle-ci fait 345 chevaux pour une vitesse max de 292 km/h. Alors j'aimerais bien faire une petite parenthèse en fait qui me fait plaisir, c'est que mon arrière-grand-père en fait était mécanicien au musée des 24 heures du Mans, donc de venir ici à chaque fois ça me fait des sensations parce que je peux me dire qu'il a travaillé sur la plupart de ces voitures là, il s'occupait de l'entretien et donc mon père et mon oncle avaient souvent l'occasion quand ils étaient petits de pouvoir rouler sur route et faire les essais pour voir si toute la mécanique était bonne parce qu'il faut savoir que toutes les voitures sont roulantes ici. Et donc voilà, ça me tenait à cœur de vous raconter cette petite anecdote. Et juste ici, une GT40, donc toujours avec son moteur V8. Et la vitesse de pointe pour celle-ci c'est 290 km/h. Donc dans sa livrée blanche, avec les bandes bleues et rouges. Ça me fait d'ailleurs penser à vous dire que cette voiture a été utilisée pour faire un kit décoration sur les Focus RS, donc la même que moi, dans une édition limitée Le Mans Classique, où ils ont repris la livrée de celle-ci et ils l'ont refait sur une Focus RS. Donc il y en a eu 5 avec 5 livrées différentes de GT40 et donc elles ont toutes été vendues obligatoirement très rapidement et elles sont très recherchées. Alors on va vous faire un line-up final de toutes les autos vraiment de compétition des 24 heures du Mans pour vous donner un aperçu et on a la chance d'avoir pu faire une interview que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo avec le directeur du musée, donc qui va nous raconter 2-3 anecdotes sur le film. Voilà. Donc je vous laisse admirer quand même, c'est vraiment un espace où vous en prenez plein les yeux. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les époques. Avec de superbes voitures comme cette Mazda 787B, donc moteur rotatif. Et pour la petite anecdote, donc le directeur du musée qu'on a rencontré
juste avant, nous a expliqué que c'est vraiment une voiture officielle, mais avec la livrée, donc ils ont changé la livrée esthétique pour pouvoir la faire ressembler donc à la gagnante des 24 heures du Mans. Voilà, donc c'est pas une réplique, hein, c'est vraiment une vraie voiture avec le vrai moteur, c'est le vrai châssis, mais c'est juste les numéros qui ont changé et la livrée. Donc c'est une voiture de 1991. On peut retrouver ici cette magnifique Courage, donc voiture du célèbre pilote Yves Courage et son écurie de compétition, avec les célèbres Audi que vous avez tous connus. Donc celle-ci de son nom Audi R8 FSI, voiture des 24 heures du Mans 2002. Ici, un prototype Pescarolo, donc son écurie de course située en Sarthe, qui malheureusement ne roule plus à ce jour, mais qui faisait vraiment la joie des Sartois, étant donné que c'est une écurie vraiment locale, donc ça faisait vraiment le bonheur de tout le monde. Second Audi. Ici la Peugeot 908 HDI FAP, e-tron Quattro, donc de 2013. Donc vraiment là on a pu voir tout à l'heure que c'était des prototypes ouverts, là on passe sur des prototypes fermés. Donc vraiment le look est complètement dingue avec un gros travail aérodynamique, avec un gros aileron central. C'est vraiment magnifique, je vais essayer de vous montrer l'habitacle juste après. On peut voir vraiment cet aéro qui est complètement dingue. Échappement à Krapovic, c'est assez rigolo. L'aéro est complètement dingue les amis. Je vais pouvoir essayer de vous faire accéder à l'intérieur. On peut voir que l'habitacle est vraiment très très restreint. Et vous pouvez voir de l'intérieur vraiment le pare-brise est très très réduit. Mais de toute façon à des vitesses complètement folles, le champ de vision est réduit, donc c'est vraiment le juste nécessaire. Vraiment des voitures complètement dingues. Juste ici une Porsche 911 type 997 GT3 RSR. Vous pouvez voir, on va passer juste derrière, la taille de l'aileron. Là je vous garantis que c'est pas pour le tuning. Le kit aéro en bas sur le diffuseur pare-choc arrière, c'est vraiment magnifique. Les jantes BBS avec un déport complètement dingue, vraiment magnifique. Puis vous pouvez voir la taille des disques Brembo, c'est vraiment impressionnant. Juste ici on retrouve un autre prototype, une Porsche 919 hybride, qui est dans son état juste après l'arrivée des 24 heures du Mans, donc on peut retrouver vraiment toute la poussière, toutes les traces de doigts des mécanos. C'est vraiment exceptionnel de les laisser dans cet état, c'est vraiment génial. On peut voir vraiment tous les impacts, les petits gravillons, toutes les traces de gomme. Elle est vraiment dans son état d'arrivée quoi. Vraiment superbe. Avec un peu de matos quand même. Oui. Alors on se retrouve juste ici avec monsieur Fabrice Bourrigaud, donc, qui est le directeur du musée, c'est bien ça? C'est cela. Bonjour. Bonjour. Donc moi c'est Thomas, enchanté. Enchanté Thomas. Et puis vous allez pouvoir nous parler un petit peu du film Le Mans 66, vous avez participé un petit peu... La CO a été partenaire. Oui. Quasiment dès le début où le film s'est concrétisé, parce que en fait le projet il a quasiment 10 ans d'existence. D'accord. Tout part d'un livre qui s'appelle Go Like Hell, qui a été écrit par A.G. Baim, un auteur américain. Et comme souvent aux États-Unis, quand un livre sort, ses droits d'adaptation sont achetés par le cinéma, par Hollywood. D'accord. Et en fait, ça a été le cas assez rapidement. Et puis il y a eu plusieurs hypothèses, plusieurs idées d'adaptation qui se sont faites, mais qui ont rapidement été avortées ou se sont refermées. Jusqu'à, je dirais,
l'année 2017, où là on a finalement la Fox qui a frappé à la porte de la CO en disant là ça y est, ça se fait. Et ils voulaient toutes les vraies informations. Le casting est arrêté, le réalisateur, et à partir de là on a commencé à travailler ensemble sous la forme d'un partenariat. D'accord. On a ouvert les portes du musée, on a ouvert les portes de nos archives. Donc ça a commencé par les films officiels qui les ont beaucoup servis et qui les ont bien respectés. Hein. On retrouve parfaitement les ambiances du Mans, c'est vraiment fidèle, les atmosphères, les ambiances, les couleurs, la recréation du bâtiment des stands qui est absolument incroyable. Pour moi, le bâtiment des stands dans le film, c'est un acteur, parmi les acteurs. Il a une importance, il est dominant. Et puis nos archives photos, et puis on les a accueillis ici. Ça a permis de montrer à Mangold et à son équipe, ne serait-ce que de faire le tour du circuit, d'expliquer justement comment ça se passait, les différentes ambiances qu'on peut trouver avec le soleil levant, le soleil couchant, certaines portions sur la photographie un peu des lieux, et puis travailler beaucoup aussi, ça a été mon cas, pour les accompagner sur la relecture du script, avec le chef décorateur qui est français d'origine, François Audouy, qui est originaire de Toulouse et qui a fait un boulot remarquable sur le film, et avec qui on a beaucoup travaillé sur plein de petits détails de fourmis, qui moi m'amusent beaucoup parce qu'au final on a eu des discussions ou des échanges par mail sur des détails qui honnêtement quand on regarde le film on les voit plus, hein. Même moi il a fallu que je le voie un certain nombre de fois. D'accord. Et quand je me dis le temps qu'on a passé sur certains trucs, ça montre que c'est du cinéma, mais qu'il y avait une volonté de coller au plus près sur la vérité et la justesse de l'histoire du lieu, du site, et quand même globalement des 24 heures du Mans dans leur déroulé, et de cet épisode de 1966. D'accord. Est-ce que vous avez prêté des objets, du matériel, des véhicules pour le tournage du film ? Le film a été tourné en très 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 grande majorité aux États-Unis, et en particulier les scènes du Mans qui ont été recréées sur 3 sites différents. Sur des grandes lignes droites pour pouvoir permettre le passage des voitures, c'est ça ? Voilà, un site en Californie pour faire les lignes droites des stands, etc. Et plutôt 2 sites dans la région d'Atlanta, dans l'état de Géorgie, pour les scènes plus de l'ambiance du circuit. Dans la ligne droite des Hunaudières ou les virages qu'on connaît, Tertre Rouge, etc., Courbe Dunlop. Et donc quand même 2 jours de tournage au Mans, parce qu'il y avait une véritable volonté de la production, de la 20th Century Fox, d'ancrer le film quelque part au Mans. C'était pas possible de tourner au Mans parce que le délai est très court et nous on n'avait pas la disponibilité des pistes pour ça, et puis le circuit a beaucoup changé. Et si vous travaillez un film à l'ancienne comme ils l'ont fait eux, eh bien vous reconstruisez le bâtiment des stands, c'est ce qu'ils ont fait à l'échelle 1. Oui. Et nous, il y a un nouveau bâtiment des stands qui est là, donc le coller devant ou derrière, ça n'a pas de sens. Donc ils ont cherché plutôt des espaces où ça pouvait ressembler à, et où ils aient à la fois le temps et l'espace pour reconstruire les choses. Mais par contre, sur les 2 jours de tournage au Mans, effectivement, on a amené des voitures, on a amené la GT40 du musée, la CD Peugeot. Donc ce qui est assez amusant, c'est que Le Mans, ça n'est pas du cinéma, mais Le Mans fait son cinéma. Et dans le film, on voit lorsque Ken Miles, donc Christian Bale, arrive au Mans, il sort d'un bus bleu, et c'est son arrivée au Mans, et on le voit passer devant une CD Peugeot qu'on aperçoit bien en arrière-plan. Et donc là, on a dans le film une voiture qui est une vraie héroïne, puisqu'une vraie voiture de l'édition 66 des 24 heures du Mans. Donc voilà le genre de choses qu'on a été amené à faire. D'accord. Franchement, c'est vraiment un film magnifique, hein. Nous, il nous a renversé complètement, parce que notre référence à nous, c'était Rush. En Formule 1, Niki Lauda et James Hunt, qui est déjà un bon film de... Mais là, pour nous, le niveau, c'était au-dessus, quoi. Il y a tout dans ce film. Encore une fois, Le Mans, ça n'est pas du cinéma, mais Le Mans fait son cinéma. Tout ça pour dire que cette course, elle est suffisamment incroyable pour, en fait, dans la réalité, produire une base qui permet de faire un bon scénario. Alors ça reste du cinéma, il y a des choses, il y a des traits forcés, il y a des petites vérités un peu changées, mais du coup, il y avait tous les ingrédients, je veux dire... L'édition 66, ce duel entre Ferrari et Ford, 2 concepts d'automobiles totalement différents, 2 cultures, la culture américaine, la culture européenne, 2 grands personnages, Henry Ford et Enzo Ferrari, c'est cette espèce de bras de fer, et puis cette grande histoire d'amitié entre Ken Miles et Carroll Shelby. Et Carroll Shelby qui est quand même un grand nom de l'histoire du sport automobile, en plus très lié au Mans. Voilà, grand compétiteur, vainqueur, Aston Martin. 2 personnes à fort caractère. 2 personnes à fort caractère, cette histoire d'amitié qui en fait va être un peu le fil rouge
d'un film dont faut pas oublier que c'est la quête, c'est une sorte de quête, c'est comme le Seigneur des Anneaux, sauf que là c'est pas un anneau qu'on cherche, c'est la victoire au Mans. C'est ça. Donc il y a tout ça. C'est une sorte de western mécanique. Il y a une quête, on est emmené, c'est le Mans, faut gagner. Et puis il y a des personnages avec un caractère, il y a cette histoire d'amitié, puis la grande rivalité, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et puis on peut voir aussi qu'en interne, dans les équipes de Ford, il y a quand même eu des moments un peu moins glorieux par rapport à la victoire qui a été volée un petit peu à Ken Miles, on peut en parler aussi. Ah ça c'est victoire volée à Ken Miles. Si vous regardez l'exposition qu'on a mis en place qui décrypte la réalité de la course de 66 et qui explique ensuite l'histoire du film et du tournage, dans la réalité de la course, vous allez voir les images, on voit très bien, première évidence, que Ford veut jouer l'ex-aequo, ça c'est vrai, c'est une réalité, mais quand vous regardez, et je vous défie de trouver une image qui montrerait le contraire, ou vidéo ou photo, qu'elle soit prise à droite, à gauche, avant, après la ligne d'arrivée, en hauteur ou à niveau de la piste, la Ford numéro 2 franchit intégralement, donc McLaren Hammond, franchit intégralement la ligne d'arrivée avant que le museau de la 1 n'y arrive. Donc il n'y a pas d'ex-aequo déjà. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ex-aequo, que la voiture qui gagnait 24 heures du Mans, c'est la 2. D'accord. Alors on avait donné des consignes, ça c'est clair aussi. Lorsqu'on regarde, et il est affiché le tableau du tour par tour des voitures, oui. On voit très bien que lorsque la dernière heure arrive, c'est une course avec une écurie usine professionnelle, donc il y a des consignes. Toute la course, on a arrêté la 2 avant la 1. Arrive la dernière heure de course, on arrête la 2. Bruce McLaren monte dans la voiture et puis fait ses chronos en poussant. D'accord. Et Ken Miles, lui, ensuite, la voiture numéro 1 s'arrête. C'est Ken Miles qui fait le dernier relais. Et on voit très bien que Ken Miles applique des consignes. Pourquoi on le voit? Parce que là où on peut rouler en 3,51, 3,52, 3,54, là, il se met à rouler de façon quasi tel un métronome en 4 minutes. 4,00 quelque chose, 3,59,7, 4,01. Donc il respecte des consignes qui sont claires, c'est d'attendre la voiture numéro 2 qui est derrière. Pourquoi? Parce qu'une fois que les deux ravitaillements sont faits, de la 2 et de la 1, qu'on a fait un tour complet, on se retrouve, je dirais, dans une situation exacte de l'écart réel entre deux voitures. D'accord. Et là, très clairement, la 1 de Miles et Yule a 34 secondes d'avance sur la 2, alors qu'il reste moins d'une heure de course à faire. Donc c'est vrai qu'à la régulière, ça faisait plus de 2 secondes et demie à reprendre au tour. Il n'y a aucune raison pour que Ken Miles, qui avait été avec Dan Gurney sur la 3, les deux pilotes les plus rapides, on a du mal à imaginer qu'à la régulière, ils perdent autant de temps sur Bruce McLaren, qui était lui aussi très fort, mais bon. Et donc on voit bien qu'il applique cette consigne. Les deux voitures se regroupent pour jouer cette fameuse arrivée ex-aequo, sauf que, et c'est là où même si on a décrypté ça, en se disant la 2 franchie, elle a réellement gagné les 24 heures, c'est ce qui reste un mystère, ou ce qui va rester le mystère, c'est pourquoi il y a un tel écart à l'arrivée alors qu'ils étaient censés jouer un truc. Honnêtement, essayer de faire ex-aequo, c'est impossible. Ouais. La ligne d'arrivée fait 5 cm. C'est ça. Vous êtes dans une voiture basse, en plus, contrairement au film, il pleut. Ah d'accord. À l'arrivée, il pleut. Il pleut, donc la visibilité n'est pas très bonne. Et c'est un jeu impossible. Demandez à n'importe quel team manager, à n'importe quel pilote, même les plus forts, même Alonso, demandez-lui de dire on arrive côte à côte et on a le capot à 1 cm près à la même hauteur. Vous le refaites 10 fois. Les 10 fois, vous n'avez jamais le même écart. Donc, c'est pourtant ce que Ford a voulu faire, mais au final, il y a carrément une voiture d'écart, c'est-à-dire une demi-seconde. D'ailleurs, le chronométrage montre bien qu'il y a une demi-seconde d'écart, c'est-à-dire compte tenu de la vitesse des voitures, ça représente entre 5 et 6 mètres, c'est-à-dire la longueur complète d'une voiture. Donc la 2 gagne bien. Alors pourquoi il y a un tel écart? Ça, c'est le mystère. Il faudrait être dans le crâne de Bruce McLaren et de Ken Miles pour savoir, dans la dernière ligne droite, alors qu'ils étaient ex-aequo, que ça fait plusieurs tours qu'ils tournaient ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Bruce McLaren a accéléré pour ne pas laisser échapper la victoire? Est-ce que Ken Miles a levé le pied avec son esprit frondeur? Mais ça, les deux pilotes aujourd'hui sont au ciel, et ça, c'est un petit secret qui restera bien enfermé. Voilà, messieurs.
Je suis impressionné par toutes les précisions en tout cas. Ah oui, mais je peux vous en faire des heures. Et c'est vraiment super gentil. Alors les amis, voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que cette visite vous a plu. Donc merci beaucoup à Kevin et Dylan. Merci à toi Thomas. Et puis c'était vraiment un plaisir et puis toujours à la recherche de vous montrer des choses un petit peu exclusives. Des nouveaux projets. Un grand merci à la CO qui nous a permis de vous montrer tout ça et un grand merci à Fabrice Bourrigaud qui nous a également permis de faire la petite interview et nous expliquer les détails du film.